Bonjour à tous et bienvenue à cet afterwork dédié à l'univers du luxe, le monde du luxe. Ces marques, leurs histoires, ces savoir-faire d'excellence vous font rêver. Est-ce qu'une carrière à l'international vous tente? Je suis sûre que vous avez le souci du détail, vous aimez l'exigence. D'ailleurs, vous êtes plutôt service ou industrie du luxe? En fait, il y a mille et une manières de se passionner pour le luxe, mille et un métiers, mille et un parcours que nous allons essayer de vous faire découvrir aujourd'hui avec tous nos invités. On vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on vous propose de démarrer tout de suite en accueillant la directrice du pôle expert luxe, Claire Souvigné, et notre première invitée, Karim Bouajeb, expert du digital, du merchandising et des tendances dans le luxe. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ravi de vous retrouver ici. Alors ici, on est au flagship La Durée. Claire, que fait-on au flagship La Durée aujourd'hui ? Alors d'abord, c'est le flagship des Champs-Élysées, dans un lieu extrêmement prestigieux. Vous voyez, nous sommes dans le salon bibliothèque du flagship, dans lequel nous accueille La Durée. Alors nous venons pour un double événement, cet événement où nous allons vous parler des programmes luxe du groupe Omnes Éducation, mais aussi l'événement qui est organisé par nos étudiants du master en fashion, qui viennent organiser un défilé autour de la chaussure, puisque nous sommes en plein Fashion Week. Nous allons également en faire un événement professionnel, puisque ce soir, nous attendons quelques 500 tuteurs, alors évidemment pas tous, mais 500 entreprises qui travaillent avec nous et qui viennent chercher les compétences de nos étudiants du bac. Faire connaissance, les découvrir, les rencontrer. Tout à fait, et comprendre un peu comment nous travaillons sur les talents et comment nous développons les talents de nos étudiants dans le domaine du luxe. Génial. Alors, pour commencer et rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vous propose qu'on rappelle en quelques mots qu'est-ce que c'est que le pôle expert luxe. Le pôle expert luxe, c'est en fait un ensemble de programmes et de formations qui ont, dans le groupe Omnes Éducation, un dénominateur commun, c'est très simple, c'est le luxe. Et ce dénominateur, c'est d'ailleurs la passion du luxe. Donc de bac à bac plus 5, voire bac plus 8, puisque nous formons des docteurs qui vont faire de la recherche dans le domaine du luxe. Donc c'est très large, c'est vraiment tout le panel. C'est extrêmement large et nous accueillons énormément d'étudiants dans le groupe et dans l'ensemble de nos écoles. Génial. Alors on reviendra de toute façon tout à l'heure là-dessus et plus en détail ensemble. Je vous propose qu'on se tourne maintenant vers notre invité, Karim Bouajeb. Bonjour, rebonjour Karim. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours en quelques mots ? Alors oui, bonjour. J'ai donc 28 années d'expertise marketing stratégique, opérationnel et digital au service des marques à forte valeur ajoutée, généralement leader sur leur segment et à dimension internationale. J'ai démarré mon parcours en agence de publicité d'ailleurs, ce qui est complémentaire en fait à une formation mode. Puis par la suite, je me suis dirigé vers des postes de direction marketing dans le secteur du prêt-à-porter, chez Levi's, chez Dockers, chez Quicksilver, chez Lee Cooper, également chez L'Oréal. Et donc j'ai vraiment évolué au fur et à mesure de mes postes dans des directions, j'allais dire, successives. Et puis j'ai rencontré Omnes Éducation à l'époque, bien sûr, il y a maintenant 5 ans, 10 ans. J'ai cafouillé. C'est pas grave, continuons. J'ai donc rencontré Omnes Éducation il y a... Le temps passe vite, c'est pour ça, c'est normal. Oui, j'ai rencontré Omnes Éducation il y a environ 10 années et effectivement, j'ai gravité à l'intérieur de l'ensemble des écoles du groupe, de Monaco à Genève, en passant par Lyon, en passant également par Paris, Chambéry, Bordeaux, en tant que professeur de marketing digital. Il y a 10 ans, effectivement, cette spécialité était totalement novatrice. Aujourd'hui, elle s'impose dans l'univers du luxe. Elle est devenue une nécessité. Et bien entendu, le champ d'expertise a nettement progressé. Alors justement, en parlant de champ d'expertise, tu es venu aujourd'hui avec un sujet que tu vas partager avec nous. Quelles sont pour toi les 5 grandes tendances qui marquent vraiment le marché du luxe ? Alors le marché du luxe, c'est un marché qui est tout d'abord en pleine ascension. Je vais plutôt parler du marché des biens de luxe personnel qui comprend 4 sous-secteurs, la mode, la couture, la haute couture, le prêt-à-porter. Le deuxième pôle, bien sûr, c'est le pôle cosmétique avec, bien sûr, la beauté et la parfumerie. Et puis, on parlera également du troisième pôle qui est plutôt le pôle de l'horlogerie et de la joaillerie. Et enfin, ces biens de luxe personnel comprennent également
un pôle très important qui est constitué des accessoires. Accessoires bien en cuir, souliers, lunetterie, etc. Alors c'est vrai que ce marché des biens de luxe personnel est en pleine progression. Et cette progression, en fait, a été stoppée radicalement, subitement par la crise du Covid-19 et donc cette pandémie qui aura énormément impacté ce marché. Première grande tendance ? Première grande tendance, effectivement, la digitalisation du secteur. D'accord. En réaction par rapport à la situation. En réaction par rapport à la pandémie, bien sûr, parce que c'est un secteur qui a été toujours extrêmement frileux et extrêmement réticent. On pensait que l'expérience, elle pouvait se vivre qu'en boutique ici, physique. Exactement. que dans les lieux. Voilà, dans les lieux physiques. Parce que de tout temps, l'expérience de luxe, elle s'est toujours vécue, et je vais remonter bien sûr à Louis XIV. Attention le micro. Je vais remonter à Louis XIV. Vraiment, l'expérience du luxe, elle s'est toujours vécue, j'allais dire, en face à face, en présentiel, dans un lieu, bien sûr, et systématiquement, j'allais dire à la demande. C'est ça. On est aujourd'hui dans un luxe qui s'est massifié, qui a véritablement explosé en termes de chiffre d'affaires, et on est rendu à des niveaux, quand on parle du marché du luxe, on est à 283 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il y a un potentiel de folie. Au niveau mondial, effectivement, il y a un gros potentiel, et c'est ce qui permet effectivement à cette industrie de constamment être revigorée par de nouvelles technologies, justement. Donc, le luxe et le digital. Première grande Deuxième tendance. Alors, quand on disait le luxe et le digital, on va comptabiliser que 33% des achats de biens de luxe se feront désormais par le digital à l'horizon 2025. C'est énorme. Exactement. Et puis, deuxième grande tendance, bien sûr, c'est un marché qui va être conduit en 2025 en 70% par les jeunes générations. Et ce marché est en train de rencontrer un shift générationnel qui est absolument incroyable. Là où aujourd'hui encore, on comptabilise plus de baby boomers et de génération X, ainsi que les générations S qui continuent à acheter des biens de luxe, on sent un potentiel incroyable, et on voit de plus en plus un intérêt croissant vis-à-vis des générations plus jeunes à l'égard des biens de luxe. Alors le temps passe très vite, donc il va nous rester 30 secondes pour les 3 points suivants. Troisième grande tendance. Troisième grande tendance, c'est une tendance, j'allais dire, qui est plutôt géographique. On va dire que le luxe est de plus en plus, j'allais dire, consommé en Chine. Ouais. La Chine va devenir le marché numéro 1 du secteur du luxe à l'horizon 2025. Énorme, effectivement, et donc il va falloir faire avec. Et nos étudiants qui rentrent effectivement à l'école doivent impérativement comprendre que leur avenir est effectivement ici, dans les maisons de luxe, mais également, effectivement en Chine et dans les pays asiatiques, avec une volonté de développer ces pays, parce que le potentiel est là, parce que la consommation est là, et parce que leurs métiers de demain seront également là-bas. Et alors, ce qui est intéressant, que tu me disais aussi quand on a préparé cette séquence, c'est qu'il y a la consommation en Chine. Mais c'est ça, la quatrième grande tendance, c'est aussi les Chinois qui sont des très très gros consommateurs en dehors de leurs frontières. Effectivement. À Paris, par exemple. À Paris, sur les champs, là. Alors on les a vus, effectivement, on les voyait beaucoup. On en a vu, ils font du shopping, là. Il y a du monde dans les boutiques. C'est vrai. Alors, il y a moins de Chinois actuellement, dû bien sûr au lockdown. Il y a moins de Chinois à Paris, effectivement. Mais les consommateurs chinois sont véritablement et deviendront de plus en plus les consommateurs, la société numéro 1 en termes de consommation. Oui, tout à fait. Et on va terminer avec la dernière tendance. Oui, alors une tendance à l'éco-responsabilité. On le voit de plus en plus, effectivement, la responsabilité sociétale et environnementale prend le pas aujourd'hui sur, bien sûr, ces maisons de luxe et véritablement s'impose comme étant un moteur alors, qui est actuellement un peu un moteur d'affiche, marketing, mais qui à terme deviendra véritablement la norme. Intrinsèque à la conception des produits. Enfin voilà, ça ne sera pas juste la couche de communication qui va au-dessus. Tout à fait. Et une véritable philosophie, j'allais dire, pour le succès et la progression de ce marché à terme. Ouais. Génial. Merci beaucoup. C'était très intéressant. C'était un bon panorama qui ouvre cette première séquence. Et puis Claire, on se retrouve tout à l'heure pour en savoir plus sur les parcours de formation. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
On enchaîne les rencontres avec les professionnels durant cet afterwork. Je suis ravie d'accueillir maintenant Mathieu Mielet. Il est managing partner d'Octave, qui est un cabinet suisse de consulting et de formation, leader dans le développement de la performance du luxury retail à l'international et également diplômé de l'IUM. Bonjour Mathieu. Bonjour Florence. Comment ça va? Très bien, très content d'être là. Bah, nous aussi, on est ravis de t'accueillir ici, dans cette belle maison La Durée. Pour cet événement. Hein, très sympa. On est tout de suite dans l'expérience luxe, on est immergé. Exactement. Alors, on va tenter avec toi de mieux comprendre comment s'organisent un petit peu les acteurs incontournables du luxe. Par quoi est-ce qu'on démarre? On peut démarrer par ce marché, en fait, qui est un marché déjà très dynamique. Le marché global du luxe, c'est à peu près 2100 milliards. Donc 2100 milliards. C'est un gros chiffre. Hein. Et on y retrouve quoi? On y retrouve les produits de luxe. Donc, c'est plutôt... les sacs, les montres, les bijoux. Puis on va avoir également tous les autres segments, c'est-à-dire qu'on va retrouver les spiritueux, le vin, on va retrouver l'hôtellerie. On n'y pense pas toujours, ça. On n'y pense pas toujours, mais... Les spiritueux, le vin, l'hôtellerie, les yachts, les jets privés, les œuvres d'art. Et donc c'est un marché qui est quand même très très dynamique. Et si je prends que le marché des produits de luxe, il a retrouvé son niveau d'avant pré-Covid et d'avant 2019. D'accord. Donc la performance est très forte. Et 1% de croissance. Rapide et voilà, c'est reparti on pour a un tour. très très bien résisté. Très très bien. Alors, rentrons peut-être par les acteurs économiques. Tout à fait. Alors, les acteurs économiques, en fait, ils sont principalement issus de deux grands pays. Hein, c'est les pays historiques de luxe, les pays de la France et de l'Italie. C'est là d'où sont principalement en fait les marques de luxe. On est reconnu pour ça. Donc, d'un côté, on a les grands groupes et puis de l'autre côté, on a les marques groupes. Donc, les grands groupes, en fait, le premier, c'est LVMH. LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy, c'est le groupe qui a été constitué pour être le leader en fait. Et qui est le leader du luxe? Il y a plus de 75 marques. 75 marques dans le groupe LVMH? Dans le groupe LVMH. C'est à la fois du prêt-à-porter, de l'horlogerie, de la joaillerie, des spiritueux, de l'hôtellerie, avec les hôtels Cheval Blanc par exemple. C'est en fait un groupe qui est constitué autour d'une marque phare. Dans tous les groupes, il y a une marque phare et là, c'est Louis Vuitton. Le deuxième groupe, c'est le groupe Richemont. Le groupe Richemont, qui est un groupe d'origine suisse, qui lui va être un petit peu plus petit, 25 marques, et qui est principalement sur l'horlogerie et la joaillerie. D'accord. Une marque phare, Cartier. Oui. Qui ne connaît pas Cartier? On le connaît tous. Et enfin, il y a un troisième groupe qui est le groupe Kering. Le groupe Kering qui est récemment, on va dire, constitué depuis à peu près 5 ans. C'est l'évolution d'un grand groupe de distribution auparavant, qui s'est recentré sur le luxe, qui a plus d'orientation sur la mode et la joaillerie, l'horlogerie, et qui a une marque phare qui est Gucci. D'accord. Donc en fait, il y a d'un côté, il y a ces trois grands groupes. On retrouvera des groupes américains, par exemple Tapestry avec les marques Coach, Kate Spade, etc. Et puis de l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle les marques groupes. Les marques groupes, c'est en fait où il y a... C'est le même nom, c'est ça? C'est le même nom et on s'est organisé autour de cette marque. Donc, par exemple? Chanel. Ça va, ça on connaît. 10 milliards d'euros. Ah oui. Hermès. Un groupe qui s'appelle Chow Tai Fook, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui est en fait un des top 10, et qui est un groupe hongkongais de joaillerie, et qui a été créé dans les années 90, et qui est aujourd'hui aussi gros qu'un Hermès. D'accord. Et on retrouvera d'autres marques, groupes comme Ralph Lauren, comme Armani, comme Prada. D'accord, très bien. Ensuite, il y a des acteurs institutionnels? Tout à fait. Alors, avec ces acteurs économiques, on a les acteurs institutionnels qui vont aussi driver, qui vont aussi amener le luxe, le professionnaliser. On a la plus grande institution qui est le comité Colbert. Donc, le comité Colbert, qui a été créé dans les années 50 par Monsieur Guerlain, de la maison Guerlain, et qui a pour but donc vraiment de porter haut les intérêts de cette filière du luxe française. Une sorte de syndicat, enfin de lobby. Une fédération, exactement. Une fédération, un lobby, il y a plus de 80 marques, il y a même des institutions culturelles. Et en fait, elles œuvrent à défendre les intérêts de cette industrie. Elles ont beaucoup travaillé dans les années 80, 90 à l'internationalisation, quand on est parti au Japon, en Chine, à travailler sur la propriété intellectuelle. Et puis maintenant sur les questions d'actualité, l'économie circulaire, l'économie responsable. Plein de sujets. La Fédération de la haute couture? Alors, effectivement, donc il y a la Fédération de la haute couture et de la mode, qui est en fait pour défendre les intérêts du secteur de la mode masculine, de la mode féminine et également de la haute couture. Alors là, c'est des activités à la fois d'école. Il y a une école de couture. Il y a la coordination de la Fashion Week. Et il y a également toute la partie sur une commission pour recommander les attributions de ce label haute couture. Ben oui.
Donc elles À œuvrent. partir de quand est-ce qu'on a le droit d'avoir le tampon haute couture Tout à ou fait. pas? Donc ils ont une commission qui remettent au ministère de l'Industrie pour pouvoir labelliser ces maisons-là. Donc elles recommandent. D'accord, très bien. Et on a également un alter ego en Italie qui s'appelle Altagamma, qui est D'accord. l'alter ego du comité Colbert, qui travaille aussi aux intérêts de la défense, aux intérêts de la filière italienne du luxe. D'accord, très bien. Et je crois qu'il y a un lien aussi assez intéressant pour terminer entre les marques de luxe et les services de luxe. Oui, alors sur ces marques de luxe et ces services de luxe, on est dans une synergie. En service, tu pensais à... Oui, les marques qui investissent aujourd'hui beaucoup dans les tout à fait. services. En fait, dans l'industrie du luxe, il y a un investissement, une priorité aujourd'hui à développer le lifestyle. Donc, Tout ce qui va autour, en fait. On tout ce qui dépasse va le au- produit. Exactement, au style de vie. C'est pour ça que des maisons comme Dior investissent beaucoup dans les arts de la table, investissent dans un restaurant qui va être ouvert dans leur flagship à Paris. C'est pour ça qu'LVMH travaille beaucoup aussi à développer son portefeuille sur le lifestyle avec les hôtels Cheval Blanc. La marque de joaillerie Bulgari a ses propres hôtels aussi. En fait, on décline l'expérience du produit au départ dans toutes les facettes de la vie. Exactement, puisque c'est ça en fait, aujourd'hui on va trouver des synergies et on va trouver aussi des relais de croissance pour avoir vraiment un style de vie luxe à offrir aux clients. Eh ben, merci beaucoup. C'était un état des lieux, un panorama très, très intéressant. Merci Qui Florence. permet aussi peut-être d'abord de découvrir des maisons qu'on ne connaissait pas forcément, et puis mieux comprendre l'organisation pour peut-être identifier son futur peut-être employeur un jour. Exactement, les opportunités de carrière, elles sont très fortes dans cette industrie. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Florence. Quelles sont les questions à se poser pour s'assurer que l'univers du luxe nous convient vraiment? Alors, on vous propose de prendre les bons conseils du parrain du pôle expert luxe, Ronan Lemestre, qui est le directeur international de la Maison La Durée. Bonjour Ronan. Bonjour, merci pour cet accueil. Bah, c'est nous qui te remercions de nous accueillir ici. C'est ta maison, comme on disait, tu joues à domicile. Là, Tout à on est fait. chez toi, on est à la maison. Vous êtes à la Maison La Durée. Et une Bienvenue. sacrément belle maison en plus. Merci. Merci beaucoup. Et bonjour Mathilde, donc toi tu es étudiante à l'INSEC en spécialité retailing du luxe. Exactement, bonjour et merci de m'accueillir. Ben, merci à toi, merci d'être ici. On va commencer avec toi Ronan. Oui, Donc tu es le parrain du pôle expert luxe. tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours en quelques mots? Alors mon parcours, moi j'ai commencé mes études en 1999, donc dans le groupe Omnes Éducation. À l'époque. Ah oui, donc tu es un alumnus, on dit? Un ancien. Un ancien, exactement, de l'école. J'ai fait le parcours en 4 ans, donc full English programme. Et à la dernière année, donc lors de la dernière année, on nous a demandé de faire un stage donc un stage long de 6 mois, et j'ai décidé de le faire dans l'univers du luxe. J'ai atterri donc au Ritz Paris sur la place Vendôme, où j'ai travaillé donc dans l'école de cuisine Ritz Escoffier et sur des programmes de licence de marque avec la marque Ritz et Ritz Escoffier. Et par la suite, en fait, c'est un univers qui m'a énormément plu et j'ai souhaité continuer donc dans cette direction. Et ils m'ont contacté pour revenir donc travailler en CDI donc à l'hôtel Ritz en tant que responsable événementiel donc du Ritz Paris. Ensuite, j'ai évolué donc chez La Cornue, qui est la Rolls-Royce des cuisinières. J'y suis resté 10 ans. J'ai évolué dans cette société donc avec différents postes, responsable réseau France, responsable export, directeur de zone export. Par la suite, des chasseurs de tête sont venus me voir. J'étais directeur du développement pour la maison donc Mariage Frères, donc l'été de luxe. D'accord. Ensuite, la même chose, reprocess de recrutement avec un chasseur de tête. Je suis arrivé donc directeur international de la Maison La Durée. Jolie carrière, hein? Tout à fait. Et qui n'est pas terminée en plus. Non. Et justement, aujourd'hui, alors ton poste exact, donc c'est directeur international de la Maison La Durée. Tout à fait. Je suis très curieuse de savoir, au quotidien, tu fais quoi? Alors, tu es beaucoup en avion, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Donc, j'ai 3 casquettes. Je m'occupe du développement retail, on va dire, de nos filiales. D'accord. France, UK et Suisse. Ensuite, je m'occupe du développement, donc franchise à l'international,
Maintenant, on s'occupe de la France et aussi du développement donc en business model au niveau de la franchise. Et en même temps, la troisième casquette, je gère toutes les opérations de tous nos franchisés internationaux. Et pour ça, j'ai bien entendu une super équipe qui m'accompagne. Donc, j'ai une responsable de franchise réseau international et j'ai un directeur des opérations internationales. Et tout ça, ce mix fait qu'on arrive à pulvériser les chiffres. Et même cette année, en 2021, on est très fiers d'avoir fait plus 15% par rapport à notre budget. Wow. Donc, ce qui est une belle récompense aussi de tout le travail qui a été mené depuis 4 ans. Bravo, félicitations. Merci. Et en plus, tu partages tout ce que tu as vécu, voilà, en étant le parrain aussi de ce pôle d'ailleurs. Je trouve ça extrêmement important de partager aussi ton expérience. L'expérience et surtout pour les étudiants. En même temps, pour l'école pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur et de donner aussi de mon temps parce que je suis directeur scientifique aussi du pôle luxe pour les MSc et les masters. Génial. Alors, si on revient à notre question, notre sujet de départ, pour toi, il faut commencer par se poser quoi comme question pour s'assurer que l'univers du luxe est vraiment fait pour soi? Alors, pour moi, il y a plusieurs questions. C'est de se dire, est-ce que c'est un univers, on va dire peut-être feutré. En revanche, de se dire, est-ce qu'on aime le service client? Est-ce qu'on apprécie aussi d'avoir un service zéro défaut auprès d'une clientèle? Se demander, est-ce qu'on est prêt aussi à accompagner le client au niveau d'un point de vente retail? Parce que c'est vrai que le retail est très important dans l'univers du luxe. Il y a aussi d'autres services, bien entendu, qui sont extrêmement importants. On va parler de l'audit, on va parler du contrôle de gestion, on va parler aussi du marketing, mais c'est vrai que le retail est vraiment au cœur du réacteur de nos maisons de luxe. Au plus proche tout à fait. Et client. surtout, ils sont les plus proches des clients. Et pour moi, commencer, comme le fait Mathilde, auprès d'un univers du retail, c'est extrêmement important parce qu'après, ça permet de faire des tremplins avec d'autres services au sein de la société. Et comme je t'avais dit aussi, au niveau marketing opérationnel, on va demander surtout aux retailers leur avis parce que c'est eux qui sont au cœur du réacteur. Il faut l'avoir vécu. Oui, tout à fait. Ils sont auprès des consommateurs. Oui. Très bien. Justement, on va rebondir sur toi, Mathilde. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Alors oui. Donc moi, j'ai fait un bac S option histoire de l'art et suite à ça, j'ai commencé une année de médecine qui ne m'a pas du tout plu du tout. Donc j'ai commencé à travailler vu que je savais pas ce que je voulais faire. Je voulais vraiment prendre du temps pour me réorienter. Et donc j'ai une première expérience professionnelle auprès d'H&M, donc qui a été très riche, où il faut énormément de polyvalence. Donc ça m'a beaucoup appris. Et donc suite à ça, j'ai été aussi responsable de boutique. Donc on m'a proposé un CDI, mais que j'ai malheureusement pas accepté pour certaines raisons. Et donc j'ai été recontactée par H&M, j'ai continué chez eux et j'ai après repris mes études. Donc j'ai décidé de faire un BTS MCO, donc management des unités commerciales maintenant, MUC. Et donc j'ai fait mon BTS à Lyon et je suis sur Paris maintenant pour mon bachelor en retailing du luxe et toujours en alternance chez Lancel, donc depuis 3 ans. Donc dans le retail. Exactement. Voilà, tu as une comparse, une voisine dans le retail aussi. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce domaine du luxe? Alors moi, ça a toujours été un domaine qui m'a attirée, étant donné que ma mère est couturière et qu'elle a travaillé pour de très belles maisons. Donc j'ai un petit peu grandi là-dedans, même si là, je ne suis pas forcément dans le même secteur d'activité que le sien. Donc, il y a des codes, en tout cas, auxquels tu étais un petit peu habituée déjà. C'est ça, exactement. Une exigence, une certaine exigence. Et aussi, j'ai pu voir un petit peu, on va dire, le contact avec le client, l'expérience client qui est demandée et vraiment le relationnel qui est très, très important, surtout dans l'univers du luxe. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée et je me suis vraiment rendu compte que c'était un milieu dans lequel je voulais évoluer. Et là, tu diriges vers quelle spécialité ? Donc pour l'année prochaine, je vais faire normalement un master en management, mais je suis quand même ouverte à plein de possibilités. Là, étant donné que je fais un bachelor en retailing, donc c'est vraiment un secteur assez large. J'aimerais en tout cas par la suite faire ce master-ci. Voilà, et ce serait quoi ton job de rêve après ? Mon job de rêve, pour l'instant, j'aimerais beaucoup vraiment évoluer dans la vente, c'est ce qui me plaît énormément. Donc pourquoi pas être directrice de boutique ou par exemple. Oui, déjà par exemple, ou par la suite, pourquoi pas évoluer dans le merchandising, c'est aussi une activité qui me plaît énormément. Alors, je vais rebondir justement vers toi, Ronan, parce que on vient de parler de 2 métiers, visual merchandiser, responsable de boutique.
Mais en fait, dans le retail de luxe, il y a plein d'autres métiers. Énormément de métiers. Vous allez commencer en tant que vendeur. Ensuite, vous allez être assistante manager. Vous avez manager, vous avez directeur adjoint, directeur de flagship. Vous allez avoir aussi les visual merchandisers qui viennent décorer aussi tous nos sublimes flagships dans le monde. Vous allez avoir aussi les responsables marketing opérationnel qui vont venir pour créer, on va dire, les visuels nécessaires pour que le consommateur se sente à l'aise et puisse comprendre quels sont les produits qui sont en vente, etc. etc. Donc on a énormément, bien entendu, et vous avez aussi l'expérience client, parce qu'en fait, nous, on a aussi chez La Durée, dans toutes les grandes maisons de luxe, on a des directeurs de l'expérience client qui sont là aussi pour accompagner les personnes au niveau de la vente et aussi les consommateurs. La fameuse création de l'émotion. Tout à fait. Mathilde, on va revenir vers toi. Quel conseil tu donnerais à un lycéen qui se passionne pour cet univers du luxe? Alors vraiment de se construire une culture sur ce milieu, surtout bien connaître. Bien connaître, se renseigner, et ça à travers des livres, mais aussi des films, de la musique. C'est vraiment très riche. Il faut avoir une bonne culture générale. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu plusieurs fois. C'est intéressant que tu le redises. La culture générale, c'est assez clé, j'ai l'impression. C'est assez clé pour le recrutement, mais aussi pour la relation client, parce que ça permet vraiment de créer un lien et d'avoir des connexions avec les clients. Donc, je trouve que c'est primordial. Donc, de se renseigner là-dessus et aussi d'essayer de comprendre un petit peu les codes officieux qu'on peut avoir dans ce secteur d'activité. Comme quoi ça sera vraiment au niveau du vocabulaire, la façon de se présenter. C'est assez strict parfois, mais il faut bien pouvoir comprendre cet univers pour être capable d'être comme un poisson dans l'eau. Exactement, d'y évoluer sainement. Et super, merci. Et pour toi, Ronan, ce serait quoi ta recommandation pour quelqu'un qui rêve de travailler dans la gastronomie, peut-être, dans le luxe, mais un peu plus encore dans la gastronomie? Alors, toujours la culture générale, c'est extrêmement important pour nous. Les soft skills aussi que les étudiants vont de toute façon apprendre au sein de leurs études, au sein de l'Omnes Éducation, enfin du groupe Omnes Éducation. Et que aussi, bien entendu, dans le monde de la restauration, dans le monde du luxe, il faut être vraiment aux petits soins avec les toujours clients. Ce fameux service client. Service client, aux petits soins et aussi le zéro défaut. On se doit d'avoir un service extrêmement luxe. L'exigence aussi que nos consommateurs et que le client peut avoir pour une maison comme la nôtre ou comme d'autres grandes maisons parisiennes. Parce que c'est vrai que Paris est la capitale de la gastronomie mondiale. Bien sûr. Pour terminer, Ronan, est-ce que tu aurais un site internet, un média à recommander à des lycéens qui se passionnent pour l'univers du luxe? Je suis sûre que tu dois avoir des... Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Alors moi, je suis assez souvent sur Instagram. C'est un média que j'apprécie énormément. Je regarde beaucoup en fait des grandes marques, les grandes marques de luxe françaises. Tu benchmarks un peu, un peu l'étude de marché. Chanel, Hermès, Dior, Louis Vuitton sont des marques aussi qui sont très présentes aussi dans l'univers de La Durée parce que ce sont nos clients. Donc, il faut toujours essayer d'être connecté, de regarder ce qu'ils font, de regarder aussi les fashion shows. L'autre jour, j'étais en train de regarder le fashion show de Dior Homme qui était présent sur la place de la Concorde à Paris. C'était un show extraordinaire et ça permet aussi d'avoir quelles vont être les nouvelles couleurs, quelles vont être les nouvelles visions et la tendance au fait pour les prochaines années. Aussi, je regarde des blogueurs de mode. Tu m'avais parlé de Loïc Prigent. Oui, Loïc Prigent, donc un blogueur de mode qui est extrêmement connu sur la place parisienne. Qui est extrêmement connu sur la place parisienne. Je regarde aussi donc des blogueuses femmes au niveau culinaire, qu'il y en a énormément. Je regarde aussi les chefs de pâtissiers extrêmement connus de la place parisienne, dont Julien Alvarez, qui est notre chef actuellement exécutif qui est sur Instagram aussi, qui est sur Instagram, qui est extrêmement suivi. Et on va aller se connecter oui. Tout à l'heure. Oui, je vous en prie, allez-y. et voilà, donc en fait, il y a énormément. En fait, l'univers du luxe, c'est un univers qui est complet. Vous allez avoir l'art, vous allez avoir le parfum, vous allez avoir l'habillement, vous allez avoir la haute couture. Il y a des robes qui peuvent être créées pour une princesse au Moyen-Orient qui va coûter plus de 500 000 euros. Elles sont faites main dans les ateliers, par exemple, de grandes maisons françaises. Voilà. Ou bien, comme tu me disais, le design, puisque toi, comme tu travailles sur le retail, c'est important de connaître les tendances design pour qu'on puisse les retrouver, pourquoi pas, tout à fait, à l'intérieur des expériences que toi, tu peux imaginer. Eh bien, super. Merci beaucoup à tous les deux pour ce regard croisé. C'était extrêmement intéressant et on a pris des petites notes. On va se connecter sur Instagram tout de suite. On se retrouve sur Instagram. Exactement. Merci beaucoup. Merci.
Avoir envie de travailler dans le secteur du luxe, c'est une chose, mais avoir le bon profil pour y faire carrière, c'en est une autre. On vous propose maintenant de profiter des bons conseils de Catherine Harnisch, qui, après une belle carrière dans l'univers des services de luxe, est devenue directrice pédagogique des MSI et MBA proposés par INSEC. Bonjour Catherine. Bonjour Florence. Merci d'être avec nous ici chez La Durée. Alors, je te propose de commencer par la fameuse question clé. À ton avis, à quoi ressemble le profil idéal pour travailler dans le secteur du luxe ? Alors, c'est compliqué de dire quel est le profil idéal. En général, quand les étudiants me demandent conseil, je leur dis toujours que dans le profil dans le luxe, nous devons aussi bien développer nos hard skills que nos soft skills. Hard skills, c'est-à-dire les compétences ? Complètement, ce qu'on appelle la dimension professionnelle, c'est-à-dire bien connaître son métier, bien connaître son entreprise, avoir la connaissance de ce que font ses collègues pour que le service soit complètement sans couture entre les différents services. Ensuite, une dimension plus relationnelle, c'est-à-dire comment se comporter avec... C'est le savoir-être, c'est ça ? C'est ce qu'on appelle le savoir-être ? C'est ce qu'on disait, voilà, le savoir-être, comment utiliser... ce qu'on appelle aussi le small talk, c'est-à-dire comment entrer en conversation avec quelqu'un qui est un VVIP, que ce soit dans n'importe quel domaine, l'hôtellerie, les magasins de luxe ou les first class dans les compagnies aériennes, comment arriver à entrer en contact avec eux sans avoir l'air ni intrusif ni trop froid. C'est le mot juste en fait, c'est la justesse. Exactement. C'est vrai que l'expérience y aide beaucoup, mais les conseils qu'on peut donner à nos jeunes étudiants en général sont plutôt pertinents et les aident beaucoup. Et puis la dernière dimension qui à mon avis fait toute la différence, c'est ce qu'on appelle l'émotion que l'on va créer avec notre client parce que l'on sait que cette émotion va le fidéliser et va le rendre dépendant, addict. Voilà. Cette fameuse expérience, en fait, hein, on parle toujours de l'expérience dans l'univers du luxe, c'est ça, c'est rechercher l'expérience par l'émotion ? Exactement, puisque toutes les grandes marques proposent des produits extraordinaires et ce qui fait la différence, en fait, c'est comment on va accompagner ce produit, comment on va se comporter avec notre client. Et des fois, ça ne se joue pas forcément là où on l'imagine. Je crois que justement, tu as une super anecdote. Moi, je l'adore, celle-là. Est-ce que tu peux nous la raconter justement ou qui explicite bien cette idée d'expérience luxe qui n'est pas forcément dans le côté matériel qu'on peut imaginer. Ça ne se joue pas forcément dans le champagne. Exactement. C'est vrai que il y a très, très, très longtemps, dans mon précédent métier, je travaillais, donc j'étais responsable de la première classe. Première classe d'Air France. D'Air France. Voilà. Et comme j'étais également navigante, je souhaitais continuer à être à bord de nos avions. Et un jour, nous avons eu une dame très célèbre qui faisait un Paris-New York et qui est arrivée à bord toute tristounette. Et nous avons regardé dans notre outil de CRM et on s'est rendu compte que c'était son anniversaire. Donc on peut comprendre qu'elle n'était pas forcément très guillerette. Bon, ceci étant, être en première classe déjà dans la vie, c'était déjà pas mal, mais en tout cas pas suffisant. Oui, mais c'est une habitude pour eux, donc ils ne se rendent plus tellement compte. Donc justement, le produit, le hard était là. C'était la première classe. Mais qu'est-ce qu'on pouvait mettre autour justement pour rendre ce voyage inoubliable ? Du champagne ? Le champagne, ils en ont l'habitude. Ils n'en boivent même presque plus parce que c'est en altitude, l'alcool démultiplie les effets et on n'est pas très bien après. Alors, quel était le... Donc, j'ai questionné mon équipage. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et l'hôtesse qui s'occupait des premières classes m'a dit, mais moi, je fais des origamis pendant mes loisirs. Et elle est allée donc dans l'ensemble de l'avion récupérer les petites serviettes en papier, parce qu'on n'en a pas en première, des petites serviettes en papier de différentes couleurs. Et elle a, pendant son temps de repos, créé des fleurs en papier. Et elle est allée ensuite voir cette dame très célèbre avec bien sûr une coupe de champagne, ses petites fleurs en papier, et elle lui a dit Madame la ministre, au nom de tout l'équipage, nous vous souhaitons un bon anniversaire. Et évidemment, la dame avait les larmes aux yeux parce qu'elle était loin de sa famille. Elle a retrouvé de la chaleur, en fait. Et à la descente, au moment de débarrasser cette VVIP, elle nous a dit surtout pas les fleurs parce que vous voyez, je les prends avec moi, elles seront sur mon bureau demain. Et en quittant l'avion, elle m'a dit franchement Air France, bravo, parce que vous savez vraiment donner du sens à nos voyages et mettre de l'émotion.
Voilà. C'est génial parce que ce sens, je pense qu'elle l'a clairement trouvé. Oui. Mais je pense que toi aussi, dans ton job, tu l'as trouvé, ce sens finalement. Bien sûr, hein, bien ça sûr. va vraiment des deux côtés. Bien sûr, faire plaisir à un client, c'est ce que je dis souvent aux personnes avec qui je travaille. Faire plaisir à un client, lui donner du bonheur entre guillemets, enlève la fatigue que l'on peut avoir d'une journée de travail. Et ben voilà, c'est génial. Alors pour terminer, une petite touche, parce qu'on va aussi profiter de ton expérience. Est-ce que tu aurais un média que tu recommanderais à des lycéens qui se passionnent pour l'univers du luxe, pour être tenus au courant pour Alors, ce qui est très important quand on est dans cet univers, c'est savoir une belle culture générale. C'est savoir ce qui se passe aussi bien en politique, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe avec les people, mais aussi avec tout ce qui est gouvernement, etc. Et moi, je recommande le journal Forbes. Je suis abonnée à Forbes. J'ai le trimestriel 4 fois par an parce que j'aime bien le papier. Je suis très papier. C'est un bel objet en plus. C'est un bel objet. Et il y a une mine d'informations et ça permet d'avoir vraiment l'information juste, et lorsque l'on est avec des clients VIP ou autres, d'avoir le small talk. J'ai appris un mot avec toi. Exactement, de pouvoir engager le small talk, tout à fait. Génial, merci beaucoup Catherine pour ces retours d'expérience et ces petits conseils extrêmement pratiques. À bientôt. À bientôt Florence. On vous propose maintenant de retrouver Claire Souvigné, la directrice du pôle Expert Luxe, pour découvrir avec elle les différents parcours et programmes qui sont proposés par les écoles du groupe Omnes. Et il y en a beaucoup. Oh oui, on compte au moins 17 programmes diplômants au sein du groupe Omnes Éducation. Eh bien, c'est pas mal. Alors, c'est beaucoup. Comment est-ce qu'on peut les présenter un petit peu pour essayer un peu de comprendre comment c'est structuré ? Alors, le plus simple, c'est de partir depuis le bac jusqu'à la fin des études. Donc, je disais tout à l'heure, bac plus 5, voire bac plus 8. Alors, vous avez le dessin qui s'affiche à l'écran. On propose d'abord un bachelor assez généraliste, même si l'univers et la coloration est déjà celle du luxe, mais un bachelor qui permet de découvrir petit à petit, sur 3 ans, ce qu'est l'univers du luxe. Donc, on peut le découvrir en première année par de simples visites. D'ailleurs, on est souvent venu sur les Champs-Élysées avec nos étudiants, voir les flagships des Dior, voir évidemment la boutique de la Durée, et puis aller se promener aussi à Monaco, qui est le luxe, enfin la ville luxe. Même chose à Genève, où on va plutôt aller visiter la joaillerie. En tout cas, en bachelor, sur les différents campus du groupe Omnes Éducation, en effet, chaque école va pouvoir proposer de découvrir l'univers du luxe, comme le disait tout à l'heure Karim Bouajeb, en le regardant. La partie digitale arrivera plus tard. En bachelor, on essaie de vivre l'expérience et notamment de comprendre en bachelor ce qui est l'essentiel du luxe, c'est la relation avec le client. Donc, en allant sur place, en regardant, et puis bien sûr avec les cours théoriques, on découvre vraiment les fondamentaux de ce qui fait le luxe à la française. Donc c'est un bon socle avec une coloration luxe. Voilà, tout à fait. Alors là, c'est la marque INSEC, qui est une des écoles du groupe qui le propose. Et puis alors, dès que le bachelor est fini, donc le bachelor c'est 1 an, 2 ans ou 3 ans, on vous amène à bac plus 3. Et à partir de là, en master, le groupe propose énormément de programmes qui sont des M1 et des M2. Certains ne sont proposés qu'en M1, d'autres sont proposés en M1 plus en M2 et d'autres que en M2. Donc là aussi, il y a beaucoup de passerelles et beaucoup de possibilités. C'est vraiment un parcours à la carte en fonction de ce que l'étudiant a envie de découvrir dans le luxe. Est-ce qu'on veut une touche ? Est-ce qu'on veut une hyper spécialisation ? Est-ce qu'on veut évidemment être à Monaco ? Est-ce qu'on veut être à Paris ? Est-ce qu'on veut d'ailleurs, pourquoi pas, être à Londres ? Voire à New York, puisque une de nos écoles propose, Sub de Pub, et je crois même d'ailleurs l'ESCE aussi, donc une école de commerce et une école de publicité, propose d'aller à New York pour faire de la mode, en anglais évidemment, et découvrir l'univers américain du luxe, qui est évidemment relativement différent du luxe à la française. J'imagine. Donc les programmes sont soit avec beaucoup de luxe, je pense par exemple aux masters. Alors les masters de Sub de Pub proposent tout ce qui est métier de la communication et du marketing dans l'univers du luxe. Immersion. Donc, immersion totale sur 3 types de programmes qui peuvent être liés soit plutôt à la publicité, plutôt au marketing. En tout cas, on peut découvrir tout l'univers, mais à travers des métiers qui sont d'abord les métiers de la communication. Très bien.
Après, on a des écoles de commerce. Donc, les écoles de commerce qui sont l'IUM de Monaco, International University of Monaco, qui sont le SCE qui est une école supérieure de commerce européenne, qui est présente dans plusieurs de nos campus. On a bien sûr la marque INSEC, qui est la plus traditionnelle, mais qui propose évidemment un certain nombre de programmes dans le luxe, qui propose des expertises. Alors, comme le SCE, on va aller sur des métiers, l'heritage, l'hospitality, le fashion, la cosmétique dont on parlait tout à l'heure aussi, qui se développe énormément, avec des programmes qui vont vraiment former à la fois à la partie des métiers, qui sont les métiers de l'école de commerce, le marketing, un peu la communication, mais c'est beaucoup plus développé à Sub de Pub, la stratégie, la gestion, et pourquoi pas d'ailleurs le contrôle de gestion, la finance, puisqu'on a des étudiantes et des étudiants qui rêvent de travailler dans des entreprises du luxe, mais en finance. C'est appliqué en fait, c'est des savoir-faire de l'école de commerce appliqués à l'univers du luxe. Appliqués à l'univers du luxe, qui est toujours un peu particulier. Donc évidemment, il nécessite de la formation sur au moins 1 année ou 2 pour vraiment connaître les codes, puisque même en tant que salarié, il y a des codes dans l'univers du luxe. Bien sûr, j'imagine que ça ouvre en plus des portes du fait quand on arrive dans les entreprises avec cette touche qui est alors faite de ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, une posture, une compréhension, une connaissance. Et ce qu'on demande beaucoup dans le luxe, dont nous parlait Catherine voilà, c'est ce savoir-être qui est absolument indispensable dans les métiers du luxe, puisque c'est d'abord une relation de service. Donc qu'elle soit digitale ou qu'elle soit physique, de toute façon, cette posture est essentielle. Et puis, donc on a d'autres écoles. Alors j'ai oublié aussi Créa Genève, qui est à Genève. Genève, c'est beaucoup la joaillerie. Tout à fait. C'est aussi l'immobilier. Enfin, c'est beaucoup de choses, l'hospitality. Et là, les étudiants vont vraiment essayer de comprendre comment ces métiers ont des positionnements particuliers à travers toujours le marketing, la communication, voire la créativité, puisque la créativité dans le luxe est aussi absolument fondamentale. Donc là, on est sur des expertises. Et puis, il reste nos écoles qu'on appelle les écoles gradées, qui sont des programmes en 3 ans, Bac plus 3, 4 et 5, l'INSEC, le SCE, le BS, qui vont proposer ce qu'on appelle des majeurs en école de commerce, c'est-à-dire en dernière année, une spécialisation, et donc une spécialisation dans l'univers du luxe, qui est en général une spécialisation qui s'appelle Luxury Brand Management, qui est comment est-ce qu'on apprend à manager et à travailler pour une marque de luxe. Là, les cours en luxe sont moins importants, on est dans un programme très généraliste, mais il nous permet, en allant chercher cette majeure, de faire des stages dans l'univers du luxe et pourquoi pas, évidemment, d'aller travailler dans l'univers du luxe, puisque ouvrir des portes. Voilà, on n'est pas obligé de ne faire que du luxe pendant 5 ans pour travailler dans le luxe, bien évidemment. Et si on a envie de s'inscrire à toutes ces formations, il faut attendre l'année prochaine. Il y a des... Comment ça se passe? Alors en fait, la plupart des écoles du groupe Omnes Éducation proposent 2 rentrées. Une rentrée de printemps et une rentrée d'automne. La rentrée de printemps, en général, les dates sont plutôt entre février et mars pour la majorité des écoles et septembre-octobre de façon plus traditionnelle pour les autres. Donc en fait, toute l'année, les étudiants peuvent s'inscrire sur ces programmes-là et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que toute l'année, les entreprises peuvent venir nous prendre des stagiaires, des alternants ou vraiment prendre des nouveaux diplômés qu'elles peuvent intégrer dans leur rang. Mais c'est vraiment un cycle et un process. Tout à fait. Et en plus, l'industrie du luxe est quand même très gourmande en compétences. Je pense par exemple à la période des fêtes, où les besoins, notamment dans ce qu'on appelle le retailing, donc en boutique, les besoins sont très très importants. Et on aime beaucoup que nos étudiants y viennent parce que le plus formateur, quand on veut travailler dans le luxe, le contact avec le client. C'est le contact avec le client. Vous avez tout compris, Florence. Je commence à intégrer les codes. Merci beaucoup, Claire, pour toutes ces explications. Je pense qu'on a un point de vue, un panorama beaucoup plus clair sur les différents parcours qui sont proposés. Et de toute façon, tout sera évidemment fourni et partagé avec toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Et sur le replay. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Autre professionnel, autre témoignage. On vous propose maintenant de questionner une professionnelle en devenir, Marianne Dejon, qui est étudiante à l'INSEC, et Benjamin Nakache, le tuteur de son stage, qui est directeur et fondateur de l'Artillerie. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Alors, on va commencer avec toi, Benjamin. Alors, c'est quoi l'Artillerie ? Alors, l'Artillerie, c'est un showroom de créateurs.
C'est-à-dire qu'on met en relation des marques de mode avec à la fois la sphère média, donc ce qui concerne la presse, les influenceurs, les stylistes, les magazines, et la sphère professionnelle avec donc les boutiques multimarques. Et donc on représente à la fois donc, des marques créateurs émergentes et des créateurs établis. C'est ce que j'allais te demander. Exactement. C'est les jeunes créateurs, mais pas que en fait. Alors c'est plutôt des créateurs émergents, donc des français et internationaux. Donc ça reste des marques plutôt confidentielles avec un positionnement créatif, premium et éco-responsable. Donc l'idée c'est vraiment cette niche d'avoir de créateurs plutôt, un peu plus pointu sur un positionnement assez particulier. Exactement. Très bien. J'ai regardé ton profil LinkedIn. Ouais. J'ai vu que tu avais un parcours assez business, un profil assez business. Comment est-ce que tu as trouvé ce lien, cette affinité avec l'univers du luxe ? C'était dès le départ de ton parcours ou pas ? Alors moi, à la base, mon parcours, moi j'ai fait un master de droit des affaires. À la base, je voulais être avocat ou dans ce secteur-là, mais de fil en aiguille. Un avocat très élégant. C'est gentil. Et du coup, j'ai toujours ce côté, j'aimais l'art, la mode, etc. Et j'ai créé plusieurs marques, des marques confidentielles, donc des marques de bijoux, de vêtements, etc. Et de fil en aiguille, j'ai créé une marque qui s'appelle NKH, donc c'est des vêtements peints à la main. Donc j'ai développé, j'ai travaillé avec... donc tu es tombé rapidement dedans quand même. Oui, après de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte... De fil en aiguille en plus, c'est parfait. Ça, voilà. Ça tombe bien. J'aimais bien ce côté, contrairement, le droit qui était... très figé même en termes des règles, etc., les protocoles. Et je trouvais que la créativité... Exactement, ce qui était intéressant dans la mode et dans l'art en général, c'est ce côté liberté où il n'y a pas de règles, en fait. Et je trouvais ça intéressant. Et donc, naturellement, j'ai commencé à créer. J'avais ma marque. Après, j'ai participé à différents événements. Et j'ai trouvé justement que je voulais créer des événements connectés exactement à mon image et dans le même positionnement, à la fois qui met le créatif, le premium. Et j'ai créé des pop-up stores. Et après, on est venu au showroom sur lequel on met en relation les différentes marques. Et je mets au final mon expérience et mon expertise que j'ai eue avec ma marque au service, au service du collectif de jeunes créateurs. Exactement. D'accord. C'est quoi la définition du luxe pour toi en 2 mots ? On va dire que c'est un mélange de tradition, modernité, de créatif et de rêve. C'est un peu les termes qui viennent t'inspirent directement. Ouais. Dans 10 ans, c'est quoi l'artillerie ? Alors dans 10 ans, si tout se passe bien, mais tout va bien se passer. Ouais, n'en doute pas, non. C'est que ce soit une plateforme incontournable de marques de référence. Exactement. L'idée, c'est que ce soit des médias, des influenceurs ou des boutiques, que ce soit le réflexe de penser à toi, de penser directement à la plateforme pour justement avoir une curation de nouvelles marques. Et donc tu as pris Marianne, donc tu es son tuteur, oui. Donc elle est en alternance chez toi. Oui. Et avant, elle n'est pas là avec nous là pour l'instant, donc tu peux nous le dire. Pourquoi est-ce que tu as choisi le profil de Marianne pour venir te rejoindre dans ton entreprise ? N'écoute pas. Hein. Moi, en fait, quand je choisis les profils qui vont travailler avec l'entreprise. Bon, après, en vrai, c'est un feeling que je vais avoir avec l'étudiant au niveau des différentes missions, des discussions, etc. Donc après, je regarde un petit peu le parcours, je vois s'il y a déjà un parcours cohérent, que ce soit même au niveau de la formation, au niveau des études. Mais après, c'est vraiment un feeling, donc j'ai trouvé qu'elle s'intéressait. Ça passait bien. Elle était curieuse, c'est ça ? Elle était curieuse au niveau de ce secteur. Après moi, en général, avant d'embaucher quelqu'un, je fais faire des sortes de cas pratiques où je fais. En fait, l'idée c'est de voir un petit peu en situation. Comment ça se passe. Exactement. Comment la personne réfléchit, comment la personne réagit en situation. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant et du coup. Donc on s'est dit... Tu as été choisie. Voilà. Alors Marianne, pourquoi est-ce que toi tu as choisi cette alternance ? Parce que ça va dans les deux sens. Ouais. Pourquoi c'était quoi ? C'était un coup de cœur pour cette entreprise ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Alors c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié le concept un peu hybride entre agence et showroom, du coup pour des jeunes créateurs. Et je trouve que c'est important de mettre en valeur... les gens qui veulent être créatifs et aussi le côté un peu éco-responsable. Soutenir leur créativité.
Oui, tout à fait. Et quelles sont les missions que tu fais au sein de l'artillerie ? Alors moi, je m'occupe de la partie B2B, donc je recherche des boutiques pour placer les marques, donc des concept stores qui se situent dans tout le monde. Ouais, partout. Tu trouves les petits cocons dans lesquels les créateurs vont pouvoir présenter leur travail. C'est ça. Et ça te plaît ? Oui. Ouais. Pour toi, c'est quoi la définition du luxe ? Pour moi, le luxe, c'est d'abord tout ce qui va être authentique, c'est la créativité, mais ça va être aussi tout ce qui touche au rêve, à l'impossible. Donc le savoir-faire, l'artisanat, donc c'est des produits ou un service qui prennent du temps à fabriquer ou à mettre en place. D'ailleurs, le temps, c'est un luxe, le bonheur, la santé, toutes ces choses qui sont impalpables et qui paraissent futiles. J'adore ta manière de définir le luxe. Qui paraissent futiles, mais qui, au final, font qu'on a une vie épanouie. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui nous font vibrer. Très bien. Et par la suite, tu aimerais faire quoi comme métier dans l'univers du luxe ? Moi, mon rêve, ça a toujours été de participer à l'organisation de la Fashion Week. Après, je sais pas exactement dans quel cadre, dans quelle entreprise, peut-être via celle que je créerai. Futur entrepreneur. Peut-être. J'aimerais créer une agence qui met en relation l'univers digital, donc métaverse, peut-être, et le monde de la mode. Génial, ça c'est la nouvelle génération qui arrive, il y a de la relève qui arrive. Pour terminer, un acteur du luxe qui t'inspire particulièrement, pour toi c'est qui l'icône ? J'apprécie particulièrement l'influenceuse Chiara Ferragni, donc c'est une Italienne qui travaille beaucoup avec Dior, Louis Vuitton. C'est un peu un exemple parce que c'est une businesswoman qui a sa propre marque, mais qui est aussi maman. Donc, comme quoi, les deux sont possibles. On peut jongler entre toutes les vies, les femmes d'aujourd'hui. Super, merci beaucoup à tous les deux d'être venus partager votre expérience. C'était très intéressant. Merci. De toute façon, on reste connectés et puis donc on va aller voir Chiara Ferragni sur Instagram. Oui. Sur Instagram. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. À bientôt. Merci. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Retrouvons maintenant le parrain de notre pôle Expert Luxe, Ronan Lemestre, directeur international de la Maison Ladurée, ainsi que Claire Souvigné, qui est donc la directrice du pôle Expert Luxe d'Omnes Éducation. On va tenter de démêler le vrai du faux, d'une image d'Épinal qui ne l'est peut-être pas. Est-ce que le luxe ne recrute que des jeunes issus des grandes écoles ? C'est une bonne question. Rebonjour à tous les deux. Bonjour. Très bien, merci beaucoup. Et encore merci pour cette invitation et d'être ici présent ce soir dans la jolie Maison Ladurée. Et je suis vraiment ravi de vous recevoir. C'est nous qui sommes complets. On est vraiment honorés. Merci beaucoup, Ronan. C'est vraiment un très, 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 très bel endroit. On vit l'expérience Ladurée pour de vrai. Tout à fait. Bon, presque. Il manque juste un petit peu de thé dans la théière et ce sera parfait. Et un macaron. Ce sera pour après. Ce sera pour tout à l'heure. Exactement. On va revenir à notre question. Alors, est-ce que les maisons du luxe n'embauchent que des personnes qui viennent de grandes écoles ? Alors, je vais répondre. Ça va être une réponse de Normand. Ça va être oui et non. Nous, en tant que Maison Ladurée, nous, on aime recevoir des candidats qui viennent de contrées différentes. On est très ouvert par rapport à des recrutements. On recherche des personnalités et des personnes qui comprennent bien entendu les codes du luxe, qui comprennent l'univers du luxe. Et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Il y a des codes extrêmement précis que nos formations peuvent le faire dans le groupe Omnes Éducation. Et plus précisément, moi maintenant je suis directeur scientifique du pôle luxe des MSI et des MBA INSEC. Et c'est vrai que de pouvoir former nos étudiants à ces codes du luxe, c'est extrêmement important. Ça reste un atout quand et ça même. reste un atout complètement pour la suite de leur parcours et de pouvoir intégrer aussi ces grandes maisons de luxe françaises. Tu vois aussi des choses comme ça, Claire ? Oui, tout à fait. C'est exactement ce qu'on essaie de dire à nos étudiants et on travaille là-dessus d'ailleurs avec les grandes maisons de luxe, dont Ladurée, bien sûr, puisque déjà Ronan nous a pris des étudiants en alternance ou en stage et que Ronan, je ne sais pas si tu l'as dit, est un ancien de l'INSEC. Oui. Et d'accord, il a dit, bah oui, une histoire très riche et justement, c'est vraiment le symbole de grande école ou pas grande école, c'est vraiment pas le sujet. Tout à fait. Le sujet, c'est vraiment ce qu'ils vont faire les étudiants dans ces écoles et comment les entreprises
vous allez, comme on dit, fitter avec les profils de nos étudiants. Et les former. Et les former, tout à fait. Et avec des professionnels aussi. Voilà, on a vraiment une expérience terrain très très forte et un partage du fait très opérationnel, très concret. Exactement. Le pragmatisme et le concret sont vraiment, je crois, ce que recherchent le plus les entreprises du luxe, à part évidemment sur des secteurs, on en parlait tout à l'heure, la finance, le contrôle de gestion, la comptabilité, les RH, voilà, qui sont indispensables à acquérir en école. Tout à fait. On parlait de hard skills, donc il y a les soft skills, plutôt le côté savoir-être. Quel savoir-être pourrait dépasser presque une hard skills? Quel est le top must pour toi de la soft skills, le savoir-être? Alors, le top must de la soft skill, lorsque je reçois des personnes en entretien, c'est vrai que je vais regarder des petits détails qui sont pour moi rédhibitoires en entretien. Je vais regarder... On veut savoir. Oui, on veut tout savoir. Si les ongles sont faits, si par exemple une dame arrive, une jeune demoiselle arrive avec un maquillage léger, arrive aussi avec des bijoux pas trop ostentatoires, arrive avec des chaussures cirées, arrive avec un costume qui soit bien repassé. C'est des petits détails qui paraissent peut-être bénins comme ça quand on en parle ou on va peut-être en rigoler, mais nous dans l'univers du luxe, c'est des détails qui sont extrêmement importants. C'est la base, c'est presque les fondamentaux. Tout à fait, c'est des fondamentaux et je pense que ces fondamentaux sont valables aussi pour d'autres entretiens que les étudiants, les futurs étudiants vont passer en fait dans leur vie. Et c'est vrai que c'est la première image que vous allez donner en fait de vous auprès d'un recruteur. Ouais. Donc il faut vraiment être préparé. Et c'est de la forme, c'est aussi du fond, parce que bien sûr, après, dans les soft skills, il va y avoir la façon, tout ce que va dire le jeune, à la fois dans la forme de l'expression, mais aussi dans ce qu'il va faire passer comme sensibilité, comme message. Ouais, ça c'est très important et on travaille beaucoup là-dessus d'ailleurs dans les écoles. Par exemple, la prise de parole aussi, qu'elle soit en public ou tout simplement face à un recruteur, on la travaille énormément. Complètement. Alors nous à l'époque, je parle de ça, je suis un dinosaure maintenant par rapport à étudiants. Ça va. On prenait la parole que en 3e, 4e année, par exemple. Et je sais que maintenant, dès la première année, on leur apprend à s'exprimer. Il y a des trainings. Donc, c'est ça qui est extrêmement important et super pour leur vie future dans les sociétés. Ce sera plus un effort après, en plus. Exactement. Ça devient naturel. Hein. Oui. Ronan, est-ce que tu as un rôle modèle qui t'inspire particulièrement dans l'univers dans le monde du luxe? Alors, un rôle modèle, je ne vais pas vous dire que j'en ai un sur qui je suis là en adoration, mais j'ai eu j'ai eu la chance d'avoir d'excellents directeurs, N+1, qui m'ont accompagné dans mon parcours et c'est eux qui m'ont vraiment formé. Je pense à monsieur... Oui, je pense à monsieur Zam, qui est maintenant CEO d'Alain Ducasse Japon. Je pense aussi à monsieur Dupuis, qui était le président et le petit-fils du fondateur de la maison La Cornue. Et je pense aussi à monsieur Vincent, qui était l'ancien directeur général aussi de la maison La Durée, qui m'a énormément apporté. Toutes ces 3 personnes m'ont énormément apporté dans mon parcours d'aujourd'hui. C'est des mentors professionnels. Oui, tout à fait. D'accord. Et c'est important d'en avoir et de se faire accompagner par des personnes de tel calibre. Professionnels, en fait. Des professionnels. Des professionnels. Tout à fait. On revient toujours aux professionnels. Tu valides? Est-ce que toi aussi tu es une icône dans l'univers du luxe? Non, pas vraiment, parce que je suis de l'autre côté. En revanche, plutôt que des personnes, c'est vraiment arriver à voir ce que les marques arrivent à faire d'excellence. Tu parlais tout à l'heure du détail. On essaie vraiment de faire en sorte ça avec nos étudiants, c'est qu'ils comprennent cette excellence qui est parfois quelque chose d'assez indicible et qu'on essaie de leur faire comprendre à travers les cours, à travers les visites. Oui, c'est de la dentelle, le luxe. Et moi, c'est ça qui me fascine, cette dentelle. Eh ben, super. Merci beaucoup à tous les deux. C'était très riche, très intéressant. Et puis, à très bientôt. Merci à toi. Merci Claire. Nous voilà arrivés au terme de cet afterwork consacré au métier du luxe. On espère qu'il vous a intéressé. Un grand merci à vous, les participants, à notre parrain Ronan Lemestre, à tous les intervenants et bien sûr à l'équipe d'organisation. Toutes les séquences vidéo seront accessibles en replay. N'hésitez pas à les regarder à nouveau si besoin et surtout à les partager à vos amis. Pour avoir plus d'informations sur les formations qui sont proposées par les écoles du groupe Omnes Éducation autour des métiers du luxe, eh bien on vous met le lien dans le chat afin que vous puissiez retrouver toutes les informations. Et puis on vous dit à très bientôt et rendez-vous au prochain événement du pôle luxe d'Omnes Éducation qui aura lieu au printemps prochain. Et d'ici là, on reste connectés. À très bientôt.
bonsoir, je m'appelle Karim, je suis directeur artistique de ce projet et avec l'INSEC on a fait un projet pour Cosmo Paris. Donc je vous présente la directrice de marque Sandra et le responsable de collection Baptiste qui nous ont soutenus à travers ce projet. Et donc on a décidé de montrer la marque à travers les 5 sens, à travers une expérience sensorielle et un peu immersive, ici à La Durée, aux Champs-Élysées. Et on est là dans la sombre goûter, où on va goûter un peu le mélange entre La Durée et Cosmo Paris. Donc ici on est dans la salle de la vue et en fait la vue c'est le premier sens auquel en fait fait appel l'appréciation d'une chaussure ou d'un sac. C'est grâce à la vue en fait qu'on va pouvoir apprécier la ligne, la matière, la couleur ou le scintillement d'un produit, d'un sac ou d'une chaussure. C'est aussi au premier regard qu'on a le coup de cœur pour un produit ou pas, selon en fait l'émotion qu'il nous fait ressentir. Donc dans cette salle on a une expérience complètement visuelle avec différentes photos de produits qui retracent l'évolution des tendances et du style Cosmo Paris depuis la création en 1988. Donc on a créé en fait un musée Cosmo avec différents produits où on a des produits iconiques comme notre escarpin Aelia, qui est un modèle intemporel qui reconduit vraiment toutes les saisons, des modèles voilà, plus classiques, on va dire comme cette botte ici Romali, et après des modèles un peu plus on va dire créatifs comme par exemple ce mocassin avec des empiècements en cœur qui a été créé en 2019 ou cette bottine avec un empiècement en forme de flamme qui fait rappel également à cet escarpin slingback qui est présent ici. Donc ici par exemple on a cette sandale ici qui est donc du coup de la prochaine collection printemps-été 2022 qui est une sandale en cuir métallisé argent ornée de petits clous en métal argenté également. Cette chaussure est fabriquée au Brésil avec une tige complètement en cuir, doublure en cuir, fabriquée au Brésil dans nos ateliers partenaires depuis de nombreuses années, spécialisée dans la confection de chaussures à talons et féminines. Donc là on est sur le toucher, donc le sens du toucher, et voilà on a fait un genre d'installation qui va rappeler un peu l'aspect atelier de la marque, et donc on pourra toucher les matériaux, les différents cuirs, les différentes textures et textiles qu'ils utilisent, et voir en fait la fabrication de la chaussure sous toutes les étapes, aussi avec quelques sketchs d'exécution et quelques sketchs d'inspiration. Donc en gros... Le toucher il permet aussi d'appréhender les différentes étapes de fabrication de la chaussure. Donc là, vous pouvez voir toutes les différentes étapes. Ça va de la première de montage avec sa première de propreté, avec les étapes de patronage de la tige d'une chaussure avec sa semelle. Sa semelle extérieure, sa semelle intérieure, les formes, et ensuite là la tige qui est montée entièrement. Ensuite là vous avez différents types de cuirs. Vous pouvez trouver des cuirs velours, des cuirs embossés, mais aussi des cuirs qui sont un peu plus fantaisie, avec des cuirs raffia ou des cuirs jurex. Donc là, on est sur le sens sentir, et là, on va sentir la marque. Donc, on a mis des prototypes de matière à sentir, et on va jouer un jeu d'association. Donc, les 4 chaussures là sont des chaussures faites à partir de matière végane pour la capsule végane de la marque. Et donc, on a de la fibre de pomme, de la fibre de cactus et du polyester synthétique mélangé avec un cuir normal. Et il faudra associer les matières aux chaussures pour pouvoir gagner, et le gagnant aura sans doute une petite réduction de la part de Cosmo. Effectivement, comme vous l'expliquez Karim, il y a 3 types de matières. Il y a le cuir animal, qui est la matière de prédilection de Cosmo Paris, parce qu'elle est travaillée pour son élégance, sa finesse et sa robustesse. Et ensuite, il y a aussi des matières la fibre de cactus, qui est une matière éco-responsable, qui est autosuffisante elle-même, puisque c'est une matière qui n'a pas besoin d'eau, donc elle est faite à l'état brut. C'est une matière 100% végane. Et on a aussi une matière en fibre de pomme. Donc du coup, là, c'est une matière qui est biosourcée, qui est transformée à partir de déchets de pommes. Elle est végane et 100% éco-responsable. Ces 2 matières sont reconnues par l'organisme PETA. Et enfin, on a une matière en polyester. Donc là, c'est du polyester qui est recyclé, qui est surtout fait pour des sandales. Alors, Baptiste, Karim et moi, on tient à remercier l'INSEC et la Maison La Durée pour ce joli projet et toute cette mise en avant de notre jolie marque Cosmo Paris.
Et on tient aussi notamment à remercier Karim et Céline pour leur disponibilité, leur réactivité, parce qu'ils ont su être là et rebondir sur tous les moments. Oh, merci, mais en même temps, il faut vraiment remercier toute l'équipe. Vraiment, on avait 18 étudiants avec nous qui ont vraiment fait un maximum pour rendre cet événement possible et ça nous a fait vraiment très, très, très plaisir. Voilà. Merci. Amusez-vous.